Bon. Donc, peut-être qu'on peut recontextualiser un tout petit peu le contexte de production du 8, qui arrive après le 7, qui a été plutôt un échec, ou en tout cas qui n'a pas eu le succès escompté par les producteurs. Sûrement un double problème, sûrement dû à deux choses, je veux dire. Donc, de un, la place du film dans un pas un bilogie, mais en tout cas dans un duo. Un diptyque. Un diptyque, merci, parfait. De épisode 1... on sait que tout d'un coup, scénaristiquement, ça va être beaucoup plus dense et le film lui-même s'éparpille un petit peu trop à l'intérieur de ses aventures dans un développement scénaristique. Le début du film est très lourd. Le début du set, c'est un peu son pire défaut. Dire peut-être, pour préciser ce que tu dis, que le 7 est sorti sous le titre Dead Reckoning partie 1, mais que le 8 est sorti sous le titre The Final Reckoning. Donc il y a eu un peu une espèce de... L'abandon du partie 1, partie 2. Exactement, de mini-changements pour essayer de camoufler que ça devait être la première partie d'un diptyque. Ouais. Et aussi le fait que donc, l'épisode 7 est sorti le même été que le fameux été Barbenheimer, qui a été donc l'été un peu des deux énormes films qui ont pris la vision. Tout le monde était team Barbenheimer, enfin team Barbie ou Oppenheimer. Évidemment, nous étions team option C, Mission Impossible 7, nous n'aimions pas les deux autres films. Mais donc malheureusement, les producteurs ont dû comprendre quelque chose de ce message du public et se sont dit ok, on va faire un film un peu plus classique hollywoodien, plus balisé, on va revenir à un truc un peu plus habituel. Et c'est pour ça que on est plus divisé. On est beaucoup plus divisé. Même toi, Clément, qui aime bien le film, tu reconnaîtra que c'est sûrement celui qui te paraît le moins réussi. Je pense que c'est le moins bon épisode de la saga. Mais voilà, on va rentrer dans le détail après, mais je peux pas cacher que j'ai adoré voir le film, surtout c'est la deuxième moitié, où j'étais vraiment très heureux d'être là, quoi. Donc je suis pas dupe des écueils, et je pense que le film a principalement des écueils qui étaient déjà présents dans les précédents films, mais qui là sont décuplés, et aussi des nouveaux qui l'alourdissent encore plus. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont vu le 8 ? Est-ce que vous avez vu le 8 ? Vous en pensez quoi ? Vous l'avez vu. Quels sont vos avis, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être on peut raconter un peu ce qui se passe dans le film avant de... Bon courage. Alors c'est une IA. Non mais en gros, le set reposait sur l'affrontement entre la team de Ethan Hunt et une intelligence artificielle qui s'appelle l'Entité et qui était représentée par son suppôt Gabriel. Et le film se terminait par on obtient une clé qui va permettre peut-être de désactiver cette intelligence artificielle. Et quand on arrive là dans Final Reckoning, en fait l'IA a vraiment commencé à dominer vraiment le monde tout entier et a pris possession des arsenaux. Des arsenaux ? Des arsenaux, ouais, je pense. Ah oui ? Ouais. Les arsenaux nucléaires. De la plupart des pays du monde, sauf les États-Unis d'Amérique, des States, ok, ou presque quand le film commence. Et donc, les enjeux sont de taille, puisque l'IA va peut-être dominer le monde. Ethan Hunt est un peu un des seuls à proposer une option pour essayer de détruire l'IA. Tous les autres veulent soit pactiser, soit plus ou moins c'est faire tout péter, parce que c'est des fous. D'ailleurs, il y a tout un pan du film, je le place là parce que ça ne rentrera pas dans la suite, mais il y a tout un pan du film qui m'a fait beaucoup penser à Point Limite de Sidney Lumet. Ah ouais, ok. Notamment sur la question du sacrifice qu'est prêt à faire la présidente, qui est un truc qui est exactement dans ce film génial de Lumet. Et donc bref, tout ça pour dire que Ethan Hunt va devoir retourner dans le sous-marin d'où est originaire l'intelligence artificielle pour essayer de la désactiver et ensuite mettre la main sur Gabriel pour mettre fin à ce basculement presque d'ordre mondial, parce que là c'est quasiment un film d'anticipation. C'est l'extinction de l'humanité, quoi. C'est ça, mais avec une dimension presque d'anticipation, puisque on nous montre un monde un peu pré-totalitaire, où on sent qu'il y a des émeutes, etc., la répression, les mensonges permanents, tout ça. Mais c'est presque déjà un premier écueil qu'on peut de suite jeter sur le film, c'est la mise en place de ce monde dans un tout premier temps, qui ensuite sera absolument abandonné. On nous répète, il y a des sectes, il y a des manifestations, il y a la post-vérité, machin, mais en fait c'est absolument absent du film, ce qui est dommage parce que pourtant ça semblait bien parti au tout début. On voit Ethan Hunt arriver à Londres et un peu faire face à ces manifestations et tout ça. J'aime beaucoup ça, mais après ça disparaît, mais le côté, je sais pas, Ethan Hunt dans l'histoire... qui le dépasse un peu, il est là dans la foule, il retrouve Simon Pegg, Benji, et bon après ce sera on sent qu'il va devoir faire un choix un peu
presque pour l'avenir de l'humanité, quoi. C'est un des seuls qui a la possibilité, par ses connaissances et ses talents, d'influer sur... Mais déjà, ce côté-là, je pense, un peu esprit de sérieux, on dirait que c'est presque Ethan Hunt ou avoir Tom Cruise face au monde d'aujourd'hui, et comment le péril des intelligences artificielles, comment régler ces problèmes-là, le péril Trump et tout. Il y a Kamala Harris dans le film. Enfin, ça fait c'est pas du tout, je trouve, dans l'âme habituelle de la saga. Je trouve les scènes de dialogue parfois un peu lourdes, assez cool, avec des sortes de sauts dans le passé où Hunt Pegg explique les enjeux de l'action à venir à son équipe, et dans le présent et dans le passé. Moi je trouve que c'est pas, c'est plutôt un écueil pour moi aussi, c'est un gros problème du film, ça, cette espèce de, mais on dirait qu'il y a un problème de montage, de construction. On passe notre temps à revoir des choses, des scènes qui ont déjà eu lieu, qui expliquent en permanence comme des couches d'informations. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est un film avec une pauvreté en termes d'action. On a parlé que ça depuis le début. Avant peut-être 1h30, la scène du sous-marin ou un peu avant, à partir du moment où il y a une scène de bagarre dans le sous-marin qui est en même temps lieu dans un chalet en Alaska. Ça commence à partir de là vraiment. Mais avant, il faut 1h30 avant que ça se mette en place. Mais en fait, pour moi, je dirais ça en introduction, le plus gros problème, c'est que je trouve on perd beaucoup de l'âme Mission Impossible dans ce film. Je suis d'accord. Et si je pouvais énumérer quelques points, d'abord il y a... Je t'autorise 2 points. 2 points seulement. Je trouve un truc très bizarre, c'est que il n'y a pas vraiment l'esprit d'équipe avant la fin du film. Tom Cruise dans le film Ethan Hunt, le scénario provoque ça, il est séparé de son équipe pendant je sais pas, les 2 tiers, il est vraiment ailleurs pendant que les autres travaillent ensemble. D'ailleurs les autres, en fait, sans lui ça marche plus. La moitié des personnages qui sont repris du set sont totalement sous-exploités. Je pense à Paris, la française, horrible personnage avec des répliques à la con pendant tout le film, parce qu'elle parle que en français. Deux gars, voilà, mais lui il est dans le set. On sent que c'est des poids, il est dans le set, c'est l'adjoint du film, mais on sent que c'est des poids morts. Ils en héritent, mais ils savent pas quoi en faire. Ils sont totalement sous-exploités, et sans il n'y a pas l'esprit d'équipe comme ça. Est-ce que tu penses pas que c'était déjà une tendance du set depuis plusieurs films, parce que déjà dans le 6 ou même dans les autres, mais je sais pas, dans le 4 j'ai souvenir de vraiment l'esprit d'équipe, très souvent Hunt, typiquement la fin je trouve du 8 ressemble un peu à la fin du 6. Mais c'est vrai. Où il y a quand même cette idée qu'il y a d'un côté Hunt tout seul, et de l'autre, ils sont 4 ou 5 pour essayer d'équilibrer le truc un peu quand même. C'est que les deux fins se ressemblent bien quand même à ce niveau-là. Mais malgré tout, dans le 6, il y a par exemple toute la scène à Paris où c'est vraiment ensemble. Il les récupère, il envoie le fourgon dans l'eau, il les récupère en bateau, ensuite eux le récupèrent. Bon, là, l'impression que c'est... Mais je sais pas, il y a un côté très mal, je pense, décanté. On dirait que c'est une réflexion. J'ai la voix qui part, mais Tom Cruise comme ça me pirate de l'intérieur. Arrête ça. C'est l'entité. Il y a un peu l'idée que ça se veut un peu réflexif. C'est la fin de la saga, en tout cas on nous présente comme tel. C'est hyper lourd, je trouve d'ailleurs. Commence à parler. Mais d'ailleurs, c'est aussi un truc, pour prendre le relais, qui est déjà dans Fallout, où la com du film était sur ce qui va se passer, c'est le Fallout, je sais pas comment dire, la disgrâce. La chute. En tout cas, un peu les conséquences de toutes vos actions. En plus, parce que le méchant du 6 c'était déjà dans le 5, etc. Donc, c'est un peu une espèce de carotte. Et je parasite un peu ce que tu allais dire, mais comme ça, tu te remets. Mais à mon avis, pour prendre un peu de recul sur cette partie-là, qui est effectivement un écueil grave dans le 8, je pense que autant sur les 3 premiers Missions Impossibles, les films fonctionnaient un peu comme presque des redémarrages les uns par rapport aux autres. On fait un peu table rase et on réinvente à la fois une histoire et un style. Autant à partir du 4, surtout à partir du 5 et les suivants, se met en place plutôt une espèce de logique d'empilement, je pense. Où on va accumuler des personnages, parce que là, tous les personnages qu'on a, en gros excepté Luther qui est le seul qui est là dans tous les films, on commence à avoir surtout des personnages qui sont apparus à partir du 4, Benji même s'il était dans le 3, mais ensuite Ilsa Faust, etc. qui étaient dans le 7. Donc il y a une espèce de logique d'empilement à la fois au niveau des personnages et au niveau, on va dire, du lore, pour le dire, de l'univers en fait dans lequel évoluent les films, qui font qu'à mon avis ils sont de plus en plus empâtés, quoi. Déjà Fallout commençait, je sais pas si vous vous souvenez, par une scène assez mauvaise où il rate une valise de plutonium, etc. Il y a un peu de blabla au début. Le 7, c'était vraiment commencé par 20 minutes assez catastrophique en vérité, avec une séquence dans le désert qui ensuite est remontrée par flashback pendant une espèce de briefing, etc. où on faisait déjà des allers-retours.
Et là, on a l'impression que ce qui faisait 5 puis 20 fait 90 minutes, quoi. Voilà, essayer d'ajouter en fait toujours plus de couches à cet univers, alors que, comme on l'a dit dès la séquence du 3, c'est au contraire quand ça retourne à une espèce de simplicité que ça fonctionne bien. D'autant que ce qui est un peu terrifiant pendant cette une heure et demie du début du 8, c'est la présence de quelques petites touches d'action qui à chaque fois sont vraiment mauvaises. Que ce soit la scène de poursuite au moment où Gabriel s'échappe et où il y a toutes les grilles dans les tunnels, on comprend rien de qui va où, de machin, vraiment c'est illisible. Et une autre scène qui est juste avant, qui est la scène de petite bagarre où Tom Cruise se met à tuer violemment des gens hors champ. C'est un peu drôle. Non, oui, mais pourquoi pas, mais du coup ce qui précède est aussi monté de façon très confuse, un peu maladroite. Et en plus le générique arrive à ce moment-là. Ouais. Et en fait, c'est très bien que tu dis ça parce que, à mon avis, cette logique d'empilement, elle gagne ici une dimension supplémentaire. Et c'est bien dommage, c'est les références directes aux intrigues des précédents films, quoi, qui est quelque chose qu'il y avait jusqu'ici quasiment pas du tout, à part que le méchant du 6 c'était plus ou moins celui du 5, mais c'était même pas vraiment le méchant principal si on veut, enfin, on pouvait tout à fait les voir, alors que là, il y a, comme dans beaucoup de... je pense à Matrix 4 où il y avait beaucoup ça, il y a des plans des films précédents qui sont réutilisés. Dans le 7, il y avait le retour de Kittredge qui était un des boss de Mission Impossible dans le 1. Et là, il y a d'autres personnages du 1, celui qu'on a aperçu tout à l'heure qui est allé aux toilettes, qui ressurgit. Il y a des images du 3 qui sont réutilisées. Et en fait, le film acquiert une espèce de dimension de fanservice que je trouve qui était absente vraiment jusqu'ici, quoi. C'est une des rares sagas qui ne reposait pas sur, au-delà des personnages principaux, on va dire, mais sur les clins d'œil, et vous avez vu, et en fait tout était lié. Là, on en est au stade Star Wars où on découvre qu'un personnage tertiaire, en fait le fils d'un personnage des films d'avant, et ça déjà que la part d'explication à fournir est colossale, et là il y a en plus cette envie de rattacher tout pour essayer par tous les moyens en fait de ramener de l'enjeu, de dire mais en fait tous les films d'avant finalement en toile de fond il y avait ça, ou converger vers ça, c'est l'idée que c'est le dernier film et donc ça, tout s'explique. Tous les fils en fait allaient là-dessus, et en fait ça devient une espèce de Spectre aussi, non pas dans le dernier James Bond avec Craig, No Time to Die, mais ce qui est bien c'est que c'est du fanservice. Mais aucun fan de Mission Impossible n'a jamais aimé ça. Ce qui est fou, c'est que c'est comme un scénariste au départ, Christopher McQuarrie, et on dirait que là, ça reprend le dessus. C'est le mec qui a écrit The Suspects. Ça reprend le dessus de façon... c'est lui qui a fait ça. Ça reprend le dessus de façon qui n'est pas son meilleur film, on est d'accord. Mais c'est dingue, comme ça n'a jamais été du scénario Mission Impossible, et là on dirait que c'est mais on dirait presque un film de Nolan au sens où le monde comme ça va se transformer et donc il faut agir, mais c'est fou qu'ils comprennent pas ni Tom Cruise ni McQuarrie que c'est pas du tout ça qu'on aime dans Mission Impossible. Et donc parmi les choses qui ne sont plus présentes, je parlais un peu de l'esprit d'équipe, ou pas moins présentes, même si peut-être que ça venait d'avant, il y a par exemple pas non plus de grandes scènes autour d'une ville qui va être exploré avec évidemment son côté touristique, mais qui est presque drôle. Il y a Prague dans le premier, Paris, Londres, dans le 6e, excellente scène à Londres, Vienne, l'opéra, Dubaï. Il y a toujours eu des scènes comme ça. Et là, on dirait presque, d'un point de vue de l'identité, ça sort. J'aime bien la scène du sous-marin, mais j'ai l'impression que ça appartient pas totalement à l'esprit Mission Impossible. L'Alaska aussi, je sais pas, j'ai l'impression que c'était dans la croisée des mondes, la boussole d'or, enfin... Tu sais qu'on est dans des espaces un peu éthérés, quand même, la scène finale en biplan. Voilà, même si bon, dans le set, ça reste dans la nature, enfin, c'est dans le paysage comme ça, un peu autrichien, et dans le 6, ça s'est terminé aussi dans un lieu comme ça, le Cachemire. Mais là, l'Alaska, les chiens de traîneau, je trouve que ça n'a rien à faire, ça colle pas avec l'esprit, ce serait dur à dire pourquoi. De Mission Impossible, où pour moi ça a toujours été le Vatican et Tom Cruise, qu'est-ce qu'il fait dedans, quoi. Enfin, c'est ou le Kremlin, et oui, bien sûr, et tu parlais en off, Clément, de Indiana Jones, un peu cet esprit là, mais c'est vrai que il y a plus le côté aventure, et Mission Impossible, je trouve que ça n'a jamais été trop là-dedans. Il y a effectivement l'idée, on se déplace à l'échelle du monde comme ça, mais on passe beaucoup de temps à Paris et on explore un peu toutes les... le Grand Palais, le sous-sol, le ministère de l'économie, comme ça, les arcades, la Seine. C'est vrai que les Halles, ils vont un moment à la Fnac et tout. C'est vrai qu'il y a un peu les deux trucs. Il y a et si Tom Cruise allait dans un sous-marin, et si Tom Cruise s'attachait à un avion, mais il y a et si Tom Cruise était au Vatican, et si Tom Cruise était dans Notre-Dame. J'ai l'impression presque que c'est...
là, j'ai pensé avec la scène du porte-avions. On dirait c'est plus que Mission Impossible. Il y a aussi Top Gun un peu dedans. Ouais. Et c'est Tom Cruise qui fait un bilan de sa vie, de sa carrière d'acteur, mais en passant par plein de choses qui n'appartiennent pas fondamentalement à Mission Impossible. À mon avis, c'est très juste ce que tu dis, et peut-être pour rebondir, tu disais que Macquarie est un scénariste à la base, ce qui est tout à fait juste, mais je pense que c'est surtout un script doctor en fait. C'est vrai. C'est-à-dire ceux qui repassent sur les scénarios pour essayer de combler les trous et d'améliorer, etc. Ce qui est essentiel pour une saga comme Mission Impossible, puisque surtout à partir du 4 et du 5, la saga a commencé à être bâtie d'abord par les scènes d'action, les cascades dont ils avaient envie, et ensuite on essaie de les relier en gros par du tissu scénaristique avec, j'ai souvenir de commentaires audio, etc., des films où ils expliquent que en fait des fois ils filment Tom Cruise qui écoute quelque chose, ils savent pas du tout ce que ce sera, et ils remplacent une fois que le reste du film est tourné quoi. Et donc à mon avis la saga est aussi rattrapée là avec cet épisode par son fonctionnement sur ces dernières années, c'est-à-dire mettre les films en chantier sans scénario en fait, ou en tout cas avec des idées floues, et du coup ensuite on doit combler et ça devient de plus en plus compliqué parce que les scènes sont presque de plus en plus absurdes. Ok, on a envie qu'il soit dans un sous-marin au fond de l'eau, mais alors qu'est-ce qui... Et donc en fait ça devient des films presque script doctorisés quoi, qui passent leur temps à essayer de relier les personnages, les cascades, les anciens films en plus dans ce truc-là, et ça devient une espèce du coup, en fait, chaque scène de dialogue n'apparaît pas comme une sorte d'avancement, mais comme un bouchage de trous. Exactement, et du coup, ça devient la condition en fait nécessaire à ce que le film puisse déployer une série de scènes d'action, et je trouve pèse de plus en plus lourd, quoi. Ouais, c'est hyper juste. Mais d'autant plus que j'ai la sensation dans ce film-là qu'il y a toujours une sorte de grandiloquence des enjeux qui avant étaient quand même présents, mais un peu, pas de cette façon-là, pas de cette vulgarité-là. Là, on passe vraiment chaque séquence du film, on te dit le monde est à sa perte. Là, tu vas mourir, c'est impossible ce que tu vas faire. Le monde, c'est l'IA, le monde va exploser, c'est fini. Même, je pense que c'est une très mauvaise idée le fait de suivre la présidente des États-Unis et un peu ses sbires gérer la question des missiles, parce qu'en fait, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment un truc qui aurait pu être éliminé du film sans aucun problème scénaristique. C'est pas mauvais, tu disais point limite, c'était ça, c'est pas nul comme scène, mais ça sert à rien du tout, quoi. Et oui, ça a rien à c'est faire ça. là, ouais. Et du coup, en fait, ça ne fait que rajouter au côté obèse, un peu. Obèse, exactement, du film de c'est la terre entière qui est en jeu, tout est en jeu, etc. Et comme tu l'as dit, en plus, c'est pas l'équipe du MI5, c'est Ethan Hunt. Au bout d'un moment, même devant le film, je me dis, mais pourquoi c'est lui? Il y a peut-être qui a désigné que ce gars était le seul capable de faire ça. Ça me semble pas être factuel. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez sur le fait qu'il y ait des éléments un peu de Top Gun quand on voit le porte-avions, évidemment on y pense, mais je pense qu'il y a un vrai truc ogresque dans le film, mais même vis-à-vis de la saga, j'ai parlé des clins d'œil, mais à mon avis il y a aussi plusieurs séquences qui sont presque des auto-remakes en fait. Alors des fois c'est des détails, je pense là la scène où il est ligoté avec Grace qui m'a fait penser à la scène du 5 où il se retrouve ligoté, même si la suite se passe pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs Tom Cruise dans les interviews parle beaucoup aussi du fait qu'il apprend de film en film et que il dit un truc genre en fait depuis Legend de Ridley Scott dans les années 80 j'ai fait mes premières scènes dans l'eau et donc depuis j'ai eu envie de perfectionner. Et donc en fait on sent que finalement c'est Mission Impossible, mais ça aurait pu être Top Gun, ça aurait pu être autre chose, puisque ce qui compte c'est jusqu'où on va pousser un peu l'artisanat. Et je sais pas si t'as récupéré la petite image que j'avais rajoutée. J'ai oublié de la mettre, mais je peux la rajouter très rapido. Et je pense que dans les scènes d'action de celui-là, il y a aussi un côté, finalement on reprend où on était avant et on pousse un peu plus loin. Et là il y avait cette image qui était dans une scène de Fallout. Exactement. Un moment très bref dans le 6 où le méchant Solomon Lane était... il y avait un truc, il tombe dans l'eau et du coup on voit le mur d'eau qui se rapproche, et j'ai l'impression que la scène du sous-marin du 8 où, donc pour la faire courte, Ethan Hunt doit entrer dans un sous-marin qui s'est écrasé au fond de l'eau, et donc l'eau rentre et en plus le sous-marin commence à basculer, donc il y a des effets de gravité comme ça, et il y a un plan génial dans le 8 je trouve où vu que la caméra est solidaire du sous-marin qui est en train de tanguer, on a l'impression que la gravité change et que l'eau se déplace, etc. Et c'est presque comme s'ils avaient vu ce petit bout de plan dans le 6 et s'étaient dit, mais attends, est-ce qu'on peut inventer une séquence à partir de ça? Et même la séquence de fin qui est celle avec les biplans, c'est presque le plan du 5 qu'on a regardé où il est accroché à l'avion, sauf et que là... du 6 avec les hélicoptères. Et c'est ça, exactement. Et on mélange le 6, le 5 en se disant, mais ok, il a été accroché, mais qu'est-ce qui se passe si l'avion fait un looping en plus? Et donc, à la fois, moi je trouve ça réjouissant dans une certaine mesure de se dire,
à chaque film, ils arrivent à aller encore plus loin, c'est-à-dire c'est presque la scène du film d'avant, mais plus. Et en même temps, scénaristiquement, ça devient vraiment un truc, c'est un peu un calvaire, quoi. Et là, on se tape 1h30 où on doit supporter ce truc-là, quoi. Mais à partir du moment où arrive, entre guillemets, la seconde partie du film, et des scènes d'action plus intéressantes, donc on a d'abord la scène de bagarre sous-marine, ensuite, montée alternativement avec la scène de bagarre en Alaska, puis la scène de l'exploration du sous-marin, qui se conclut par ce qui est pour moi une forme d'erreur absolue, qui est le pire que l'on puisse faire à la saga Mission Impossible, c'est de déshumaniser le personnage. C'est-à-dire que ce qui reste toujours génial, on sait que c'est physiquement impossible, c'est le nom de la saga, mais qu'on y croit. Enfin, on se dit, ok, Tom Cruise qui se tient au Burj Khalifa, moi j'y crois. Et ça reste dans une forme de plausibilité. Là où dans le 8, à 300 mètres de profondeur dans un sous-marin, Tom Cruise remonte nu jusqu'à la surface sans mourir sur le chemin, alors que on lui a précisé pendant les 30 minutes qui précèdent, et absolument chaque personnage de l'intrigue lui a expliqué, réexpliqué pour être bien sûr que le spectateur comprenne qu'il y a du gaz dans les bonbonnes qu'il transporte qui vont lui permettre de remonter un peu plus rapidement et de sauter les seuils de pression, de décompression normalement attendus. Donc en fait, à partir du moment où le personnage survit à quelque chose qui est presque, on va dire, chimiquement impossible, en fait, à partir de là, moi, je deviens désinvesti par le film et je ne crois plus aux bravoures humaines et aux bravoures physiques. Et même, en fait, elle m'a un peu ruiné la scène du biplan, dans la mesure où maintenant, je me dis, j'ai l'impression, au moment où Tom Cruise poursuit l'avion qui est en train de décoller, je me dis, maintenant, il est capable de le rattraper en courant, quoi. Maintenant, en fait... il va aussi vite qu'une voiture et il n'y a pas de souci. Mais pour toi, c'était un peu le point de non-retour, c'est-à-dire... C'est ça. Moi, j'avais décroché ainsi, d'un point de vue de l'investissement. Et même, en fait, ça révèle quand même des petits trucs. On parlait, je crois, en off du fait que toute la salle riait quand le personnage de Paris dit ces petites phrases en français... Ceux qui vivent et ceux qui mourent, ceux qui vont mourir et ceux qui voilà, ce personnage cliché. Et le moment où donc Tom Cruise revient nu jusqu'à la surface, mais toute la salle... Non, tu exagères. Oh non, tu n'as pas souvenir de ça. Moi, tu mens. Les gens rient à la toute fin du film, mais pas tant à ce moment-là. Non, si, vraiment. Moi, c'était pas des rires, c'était des... Peut-être. Des trucs comme ça. Et en fait, ça prouve quand même une forme de non-compréhension de ce qu'attend le public, quoi. Ils se disent, on va faire de Tom Cruise un demi-dieu qui est capable de faire ça, parce que en effet, il y a quand même un côté divin dans la séquence, notamment à la fin, qui se renverse, qui se conclut par un très beau plan quand même, qui est cette sorte de retournement de la caméra, qui vient faire du sommet de la banquise le sol sur lequel le personnage de Tom Cruise, donc arrive nu, bien sûr, va renaître dans l'eau, machin, on a compris. Mais en fait, c'est pas du tout l'ADN de Mission Impossible. L'ADN de Mission Impossible, comme on l'a dit pendant 2 heures avant qu'on parle de ce film, c'est l'être humain et la physique face au monde. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ça, c'est de moins en moins vrai un peu de film en film, quoi. En fait... la plausibilité se tient toujours, même dans le set, il y a toujours même la scène du train, tu vois, il y a toujours ce truc de, évidemment c'est impossible, mais la plausibilité, à partir du moment où le film me dit que c'est possible, j'y crois. Sauf que là, le film m'a explicitement dit que c'était impossible. Après, à la décharge, les explications sont pas claires. Comme on a vu, le film lui-même n'a pas tout compris de la pression, parce qu'il y a une chambre de décompression en haut, où il y va après être sorti de l'eau. Je ne sais, c'est pas clair du tout. Mais en fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, c'est que dans les précédents films, il y a quand même au moins des éléments de réel qui ancrent le truc. Typiquement dans la scène du 7, le simple fait qu'on voit le truc qui tient le piano se tordre, le métal se tordre progressivement, ça ajoute un truc un peu physique. En fait, pour moi, le principe de Mission Impossible, ça a toujours été que, à l'échelle, on l'a déjà dit, mais micro, l'action, elle est géniale. Elle est parfaite. De toute façon, c'est impossible que ce mec, ça fait 30 ans qu'il vit tous ces trucs, il est survécu, jamais fait une erreur. Il peut pas faire tout ça, c'est impossible. Oui. Mais par contre, à chaque moment, on se dit, ah oui, voilà comme il a fait pour survivre. Là, c'est vrai qu'en fait, on dirait que ça relève plus de la croyance en Tom Cruise, Dieu. Mais tout est un peu comme ça dans le dernier. Franchement, même Ving Rhames, Luther, qui arrive, est le seul homme sur Terre qui trouve qui est capable de faire qui est capable de faire un disque dur de 350 trilliards de gigas. Bon, mais c'est vrai que tout ça, ça participe dans la même direction. En fait, t'as raison de dire qu'il y a des choses qui sont déjà en place et le set est comme ça dans le côté laborieux. Mais pour moi, je me souviens très bien de ce que j'avais pensé devant le set. Je m'ennuyais, je me disais c'est un peu nul, là c'est mou.
arrive la scène à l'aéroport d'Abu Dhabi. C'est génial. Et d'un coup, j'étais emballé, quoi. Enfin, tout était génial. Le plan où Tom Cruise, il dit, il est où, il est déjà sur le toit en train de courir. Bon, là, ça n'arrive en fait pas vraiment. Et quand ça arrive, c'est inférieur, je pense, à ce qui avait déjà été fait. Aussi. Mais le sous-marin... Et donc jamais pour moi les scènes d'action ont excusé la pauvreté du scénario, qui est en fait un défaut sans doute de tous les films de ce type-là. Mais là, pour moi, il n'y a plus l'inventivité qui est caractérisée. Et un élément parmi ceux que j'ai déjà donné qu'on ne retrouve pas aussi, c'est en fait, en off, je t'ai dit, il y a même pas les plans où il enlève le masque. Il y en a un en fait quand il escorte voilà, dans la prison. Mais de manière générale, c'est anecdotique là. Il n'y a jamais l'idée du faux semblant, de la manipulation, de la truquerie, qui est pourtant un des trucs. Là, pour le coup, c'est ça que De Palma, c'est la raison pour laquelle De Palma a voulu faire Mission Impossible. Je pense que c'est pour ça. Et c'est pas le maintenir par respect pour De Palma, mais juste parce que c'était génial. Et moi, j'ai toujours adoré ça dans Mission Impossible, l'idée que en fait, ils sont au-dessus du réel, ils arrivent à le manipuler, ils savent très bien. Voilà. Après, il n'y a jamais cette distance, cette dimension. Pour moi, le film se passe dans un autre espace presque que les Missions Impossibles précédents, quoi. Après, pour défendre un peu le film à ce niveau-là, c'est que les deux derniers, donc le 7 et le 8, jouent sur une dichotomie qui est que le 7 jouer sur un monde réel mais parasité par le numérique, comme tu le dis, la séquence de poursuite à Abu Dhabi, il y a des fake dips qui font que ils changent les visages et donc savent plus exactement vers qui ils vont poursuivre, comment ça se passe. Il y a une séquence de poursuite à pied dans Venise où, comme on le racontait tout à l'heure, les coordonnées GPS changent à chaque fois, on sait plus exactement où on est. Et là, c'est un peu l'inverse, on revient à des trucs, mais même le film le dit explicitement, analogique, où ces avions-là, ils sont pas piratables, le sous-marin, il est trop vieux pour qu'il y ait des trucs numériques dedans. Donc on a un peu l'humain à l'os qui peut pas se cacher, mais c'est d'autant plus dommage du coup d'abandonner ce côté, comme je disais tout à l'heure, physique, naturel, quoi. C'est vrai, mais... mais j'ai kiffé. Non, mais tout ce que vous dites est vrai, mais la scène du sous-marin, je la trouve géniale, la scène des biplans, je la trouve géniale, et toute la deuxième partie du film, j'étais à fond dedans. Et en fait, je suis d'accord avec vous que c'est pas vraiment Mission Impossible. Mais à mon avis, le film creuse un peu une direction qui était toujours un peu sous-jacente, c'est-à-dire c'est un peu la question de l'homme providentiel, quoi. Évidemment que depuis le début, Mission Impossible, c'est la saga de Tom Cruise, produite par Tom Cruise, et qu'il n'y a pas de frontière du tout entre Ethan Hunt et Tom Cruise. Et là, le film... comment dire, c'est plus du tout un film d'espionnage, quoi. Vraiment, jamais... Et en fait, toutes les parties qui se rattachent à l'espionnage sont nulles, quoi. Ce serait un peu la partie stratégique, etc. Bon, ce sont pas du tout les parties intéressantes du film. Par contre, là où le film, je trouve, prend un fil qui est présent dans Mission Impossible et le tire au maximum, c'est autour de cette question de... En fait, Ethan Hunt, c'est celui qui doit souffrir et mourir de film en film pour sauver l'humanité, quoi. Et évidemment, il y a une dimension... christique totale et qui peut être douteuse, parce qu'évidemment c'est Cruise qui se met en scène un peu comme le meilleur des hommes, quoi. Mais il y a un peu, j'ai bien aimé que le film presque assume cette dimension-là en disant c'est le meilleur d'entre nous versus la meilleure des machines, quoi. Et il y a presque une dimension, je disais christique, mais c'est presque un film sur une guerre de religion, quoi. Il y a des moments où on écoute les dialogues et on comprend que ce qui se joue, c'est l'avenir du monde, mais à un niveau philosophique. Et je dis pas que le film est intéressant du point de vue philosophique, mais j'aime bien cette idée de dire... comment dire, ce qui se joue, c'est un peu ce qui s'est toujours joué en sous-texte, mais on va le pousser au maximum, quoi. Et j'aime beaucoup, je pense aussi, une des choses qui font que j'ai adoré la séquence dans le sous-marin, même si de manière paradoxale, c'est aussi là où la séquence triche, mais cette idée de la pression, quoi. C'est fou qu'ils y aient pas pensé avant, alors que pour moi, c'est presque la définition de Mission Impossible. Enfin, une des définitions, c'est que on met Tom Cruise et on applique une pression de plus en plus grande sur lui, quoi. Et là, ça passe par l'idée que c'est une pression vraiment physique des profondeurs de l'océan, quoi. Et je pense que c'est l'opus de la saga où il est mis le plus à rude épreuve, quoi. C'est-à-dire on l'enferme sous des tonnes d'eau et il se noie et on déforme son visage avec la puissance de l'air, des avions, etc. À la fin. Et je trouve que le film, dans cette direction-là précise de dire, comme un peu dans la scène de bagarre qu'on a vue tout à l'heure, l'idée c'est on va le mettre à l'épreuve le plus possible et presque... plus il souffre, plus la victoire sera belle. Je trouve que le film va encore plus loin que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et à partir de la scène du sous-marin,
je trouve ça excellent, quoi. Même s'il y a encore du blabla, etc. Et tout n'est pas réussi. Mais d'ailleurs, il y a une scène que je trouve intéressante où un personnage est blessé et doit à la fois parler d'un truc, on va dire, très technique, informatique, et en même temps des trucs pour s'opérer lui-même, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose un peu de révélateur, quoi. C'est vraiment un truc sur... c'est le corps humain, quoi, presque, qui donne... c'est la résistance du corps humain qui va prouver la réussite de l'entreprise d'espionnage technologique, etc. Charabia, quoi, en fait. Et je sais pas, j'ai aimé que le film aille plus loin que ce que... Mais je suis d'accord, j'étais aussi... Enfin, mais moi, ça m'a plutôt procuré du plaisir, mais je peux comprendre que on ressente l'inverse, que je me suis dit, ah, mais ils ont réussi à emmener Mission Impossible jusque-là, alors que c'était pas du tout le sujet, quoi, à l'origine, quoi. Et voilà, et je trouve que les deux scènes principales qui émergent de cette transformation-là sont excellentes. On peut peut-être détailler, mais la scène du sous-marin où il va comme ça un peu pas de cabine en cabine, mais de pièce en pièce, quoi, de pièces pressurisées en pièces pressurisées. Après, c'est notamment une scène dans laquelle se passe la majorité de l'enjeu. C'est pas non plus comme dans le 7, comme dans la scène du train. C'est vrai. Mais, et pareil, c'est vraiment avocat du diable, mais le fait que le film ait été incessamment verbeux jusqu'ici fait que cette scène totalement muette arrive comme une espèce d'uppercut au niveau du film qui, moi, m'a remis dedans, quoi, je pense. Où on a il y a quasiment pas de musique non plus. Il y a quasiment pas de musique, je crois, dans cette séquence-là. Avec, et là on retrouve à l'échelle de la scène cette science un petit peu du crescendo, il faut s'infiltrer, ensuite les missiles tombent dessus, donc on sort par une autre sortie, mais donc en fait on rentre pas dans le trou, donc, et puis quand on ressort on se prend le sous-marin, etc. Et j'ai aimé que, effectivement, c'est plus irréaliste que le reste, mais que voilà, le film aille au bout de cette espèce de logique de c'est un homme dans des circonstances de plus en plus impossibles, quoi. Et oui, il finit tout nu dans l'eau, enfin tout nu, il a un petit slip, hein, je vous rassure. On voit pas les petites fesses de Tom Cruise, mais voilà, je trouvais que l'image conclusive de cette séquence où lui arrive, c'est presque un plan de 2001 de l'espace, vraiment. Ça, en fait, il y a une dimension presque métaphysique. C'est presque un plan de Gravity, je pense qu'il y a un plan de Gravity qui ressemblait beaucoup. Effectivement, Gravity, c'est meilleur en comparaison. Et en fait, il y a un côté presque métaphysique, quoi, qui émerge de se dire, mais à quel moment, à force de presque de persécuter cet homme, on passe dans un autre monde, quoi. Et cette espèce de plan de fin, donc de la séquence où il finit sans aucun équipement, dans une eau glacée, et où voilà, il touche la banquise et il va ensuite renaître et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 beau, quoi. Je trouve que le film gagne une dimension, effectivement, qui est plus de l'ordre de l'abstraction, donc on perd un peu de cet ancrage réaliste qui est indispensable à la saga. Mais j'ai bien aimé, voilà, que le film, je sais pas, assume cette espèce de dimension supplémentaire, quoi. D'un côté, je comprends, mais de l'autre, moi, en fait, ça le rend beaucoup plus lambda et insipide. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même une recette qui est très commune déjà du cinéma d'action américain, mais d'autant plus aujourd'hui à cause du cinéma de super-héros. C'est plus un film de super-héros. Et c'est ça, en fait, j'ai vraiment l'impression, je crois que c'est quelqu'un chez Criticat qui comparait ça à Marvel un peu, quoi. Qu'en effet, il y a une forme de processus du héros qui devient surhumain, qui dépasse un peu le truc d'un côté, et de l'autre, à côté du hyper référentiel, du fait que le film soit hyper balourd et beaucoup dans le dialogue et dans la répétition de choses plutôt que l'avènement de choses concrètes. Mais donc en fait, ça fait que ça emmène Mission Impossible, j'espère pas la saga s'il y a d'autres films, mais en tout cas celui-ci, sur un terrain qui est beaucoup plus... beaucoup moins singulier. Moins singulier, beaucoup plus convenu. On a l'habitude de voir des films comme ça, j'ai l'habitude d'en voir plein. Et généralement, je m'ennuie devant ces films-là. Et devant celui-ci, je passe beaucoup de mon temps à m'ennuyer. Et même, je trouve, même les séquences d'action qu'on peut beaucoup aimer dans le film, pour certains détails, notamment la scène du sous-marin, moi je trouve qu'elle souffre quand même un petit peu, à quelques moments, je la trouve quand même un peu moins bien filmée. Typiquement, l'idée assez géniale de l'eau qui se renverse, en fait, elle est très peu exploitée dans la séquence. C'est un plan qui dure genre 3 secondes où t'as vraiment ce frisson. Et ce frisson m'a d'autant plus déçu que il est fini, il a été fugace, alors que j'aurais aimé que la séquence développe un petit peu plus dans l'idée de cette idée, je dis des choses qui n'ont plus de sens. Et c'est moins ludique parce qu'il y a moins. Exactement, c'est moins ludique, il y a plus un peu, il y a plus cette accroche, comme tu le disais, aux choses micro dans la séquence du sous-marin. Même là, quand j'y repense, alors que je l'ai vu hier soir, j'en ai une sensation beaucoup plus
confuse, ou en tout cas d'une sorte de générale, mais j'ai aucun souvenir de détails précis, de petits moments, de petits gestes, sauf ce plan-là de la bascule. Non, mais il y a aussi le plan où il doit rentrer dans le tube, et il finit vraiment, on dirait buried. C'est vrai que le plan dans le tube est très chouette. Cette idée qui est très très forte, cette séquence de passer de l'immensité de l'océan à un micro tube pour sortir un canon. Bon, ça c'est vraiment un grand 8, mais t'as raison, tout ce que t'as dit, ça m'a vraiment convaincu. Enfin, c'est tout à fait vrai que le film il est là. Le problème c'est qu'il y a tout le reste, mais que c'est Tom Cruise face à son destin, face au monde, quoi. Et voilà. D'ailleurs, pardon. Non, j'avais fini. Et à mon avis, le film, c'était déjà le cas dans Top Gun Maverick, mais est un de ceux qui est le plus directement. Qui parle le plus directement de la place de Cruise lui-même dans l'industrie, quoi, parce qu'il y a vraiment cette idée. Quand Tom Cruise dit au board du président qui sont devant leurs écrans, qui veulent pactiser avec l'entité et tout, il faut me faire confiance une dernière fois, etc. Et pour moi, ça a toujours été un peu ça, mais c'est encore plus explicite qui parle d'une façon de faire du cinéma et qu'il y a lui, son cinéma analogique, son corps qu'il est prêt à pousser vraiment jusqu'à l'autodestruction versus une espèce de virtuel, les plateformes, etc. Pour moi, cette opposition-là, elle est encore plus explicite dans le film. Et j'ai oublié un truc que je voulais dire qui allait juste avec ça. Peut-être que justement, c'est un regret que tu as par rapport au film, du fait que... c'est finalement le plus proche d'un cinéma banalisé et balisé, alors qu'il se prévaut comme étant le dernier rempart à celui-ci. En fait, je pense que sur ce thème-là, ce qui pose problème avec Tom Cruise en particulier, c'est que ça n'a jamais été un corps temporel. Ça n'a jamais été un corps qui appartenait à l'histoire, au principe de Mission Impossible. Pour moi, c'est la seule première fois, tu disais que ça naissait un peu, mais c'est que ça recommence toujours à chaque fois. Voilà, Tom Cruise, il est toujours aussi jeune, il est toujours aussi fort. C'est déjà un recommencement. C'est déjà un recommencement, mais c'est toujours ça. Si tu prends le 6 ou le 4... c'est les mêmes choses. Tu peux les voir dans le désordre. Peu importe. Et là, ils veulent créer une histoire et donc aussi créer une temporalité du temps. C'est la fin de... il arrive au bord de sa vie, au bout de sa vie. Tom Cruise va mourir, mais c'est pas possible. C'est pas Clint Eastwood, quoi. Il a pas de chair c'est pas du tout un corps qui dans l'histoire. Vraiment, Tom Cruise, il vieillit jamais. Et donc, c'est là que pour moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas fondamentalement. C'est à la fin... pourquoi ils ne le font pas mourir, ce serait tellement plus beau. Mais je pense que c'est parce que c'est pas possible, quoi. Il est pas programmé pour ça. Et je trouve que Top Gun 2 est un bien meilleur film en termes de... Enfin, pas objectivement, mais en termes de... Dans sa position par rapport au premier, par rapport à la réflexion de Tom Cruise, qu'est-ce que c'est mais même si ce que tu as dit sur la pression maximale, c'est très très beau, ça, je suis d'accord, mais... Voilà. Mais il y a aussi quelque chose qu'on se disait en sortant du ciné hier avec Clément, qui était que c'est pas uniquement la fin d'Ethan Hunt, entre guillemets, ce film. Si la saga Mission Impossible continue, il faut que ce soit un nouveau cinéaste qui prenne un peu la barre, quoi. Parce que c'est le Christopher McQuarrie qui est allé trop loin. Là, c'est la boursouflure absolue McQuarrie. Et il faudrait un cinéaste qui revienne un peu plus presque... Je pense que l'idéal, ce serait de revenir à un truc un peu plus épuré. Qui alors le bon Inaritu. À qui confier Inaritu, un plan séquence Mission Impossible, truc de zinzin. C'est ça, les bons cinéastes d'action d'aujourd'hui. Mais il n'y en a pas tant, hein. Moi, un petit Brad Bird de retour, ça me dérange. George Miller, mais qu'est-ce que George Miller ferait? Ah ouais, j'avoue, George Miller sur Mission Impossible, ce serait assez... Qu'est-ce que ferait George Miller avec un Tom Cruise entre les pattes? C'est les mêmes projets, quoi. L'idée de l'action, en vrai, le dernier est un peu différent, mais aller contre la tendance de l'industrie. Fury Road, c'était ça. Voilà. Bon. Mais là, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a presque un truc où la suite logique, ce serait un peu Tom Cruise dans un film de Nolan, quoi. C'est-à-dire une espèce de caution analogique, mais ce serait dommage que ça se produise, je pense. Un mini truc, moi c'est drôle parce que du coup, le film il est précédé par la bande-annonce de Superman de James Gunn. Et le fait qu'il y ait quand même beaucoup de passages sur la glace et tout ça, je me suis vraiment dit, mais c'est ce basculement-là, c'est ce pas qui est franchi dans celui-ci, c'est Tom Cruise est devenu Superman, quoi, vraiment. Oui. Et si je sais en fait, à quoi je pensais tout à l'heure, c'est que Elias Hérodi, qui est en ce moment aux États-Unis, a vu le film aux États-Unis et m'a dit que le film passait précédé d'une petite vidéo de Tom Cruise qui dit en gros... merci d'être venu en salle pour voir ce film qui a été pensé pour la salle, quoi. Et donc il y a vraiment ce truc un peu de
après un peu messianique en fait, de dire voilà, il faut en passer par moi, j'irai jusqu'au bout de ce cinéma physique, jusqu'à mourir presque. Mais ce qui est drôle, c'est que, je voulais dire ça il y a longtemps, mais j'ai oublié en fait, c'est que ce côté du cinéma physique, analogique, c'est que le sujet de ce Mission Impossible, des 2 derniers, c'est l'intelligence artificielle, mais qu'en réalité, là, celui-là, c'est vraiment le maximum, contrairement au précédent où c'était plus exploité. On dirait que la fin du film, elle concerne Gabriel, c'est ça l'affrontement, mais c'est drôle que le film ne fasse absolument rien de l'ennemi absolu, qu'il aurait pu avoir plein, je sais pas, mais il y a plein de trucs à imaginer. J'ai souvenir de la dent, je sais pas si toi t'as eu la même sensation en sortant du set, tu te disais ça va être incroyable, si ça c'est le début, la suite ils vont imaginer un tas de choses avec l'entité quoi. C'est comme s'ils disaient le monde est devenu numérique, et c'est ça qu'il faudrait affronter, mais sauf que moi j'arrive pas trop à le faire, et donc je me rabats, je trouve un peu un film du repli, c'est voilà, des vieux sous-marins, la guerre froide, on dirait qu'il y a quelque chose comme ça où il a pas fait face en fait au sujet. Parce que ça aurait été intéressant de voir un film où l'ennemi c'est un monde physique manipulé par une intelligence numérique comme ça, je sais pas ce qu'on pourrait inventer, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté comme ça un peu de beauté en touche. La scène avec Gabriel c'est un personnage nul, mais on s'en fout des méchants, ça a toujours été un peu nul. De toute façon l'adversité pour Tom Cruise c'était le train ou c'est le monde physique. Mais là il y a quelque chose qui ne s'annule quoi. Ça s'incarne d'une seule façon dans le film et que je trouve particulièrement ringarde, qui est on dirait qu'il y a des gens dont l'esprit a été piraté par l'IA et qui tout d'un coup deviennent agressifs, comme le gars qui attaque dans le sous-marin Tom Cruise avec son couteau juste parce qu'il est pro-entité, ou le mec dans le lobby présidentiel, c'est ça, qui lui aussi, on se dit mais vraiment c'est la seule façon dont l'IA vient pénétrer cet univers, c'est de la seule façon qui n'est... En fait, à mon avis, la limite c'est que le film a le potentiel, un peu comme Top Gun, mais finalement dans Top Gun c'est pas si exploité, mais il y a quand même l'idée de vieille génération, nouvelle génération, on va chercher le vieil avion, etc. C'est, à mon avis, Maverick est un beau film sous l'angle du film de fantôme, parce qu'en soi il y a aussi des scènes fonctionnelles très mauvaises, Jennifer Connelly, etc. Et ce film là j'avais oublié ça, c'est terrible. Et ce film avait la possibilité de problématiser vraiment directement la question virtuelle, analogique, etc. Mais en fait, vu que ça reste des films qui fonctionnent sur un truc un peu de burlesque, à la fois, c'est presque paradoxal, il serait du côté de l'IA dans la mesure où le monde physique a toujours été son obstacle en fait. À Tom Cruise, c'est il faut grimper, il faut traverser, mais du point de vue du Tom Cruise cinéma, quoi, anti-technologie, il en a besoin en fait de ce monde physique, parce qu'il peut pas... sa réussite à lui, c'est le fait de s'affronter et de gagner contre le monde physique, quoi. Donc il peut pas du tout substituer un adversaire virtuel, quoi.